Oui, bonjour. Bon, j'espère que vous avez révisé un petit peu votre cours et vous avez préparé des questions. كما وعدتكم مرة أخرى قلت لكم هذه السيمانة هذه غنبداو لا ريفيزيون وعطيتكم 15 يوم باش تراجعوا شوية، يعني إذا كانوا شي أسئلة محددة مرحبا. D'accord. Sinon, je vais essayer de résumer moi-même le cours et l'expliquer. ولكن كنفضل تكون عندكم شي أسئلة. Si vous avez des questions précises, allez-y, je vous écoute pour faire la révision du cours entier. Est-ce qu'il y a des questions précises? Est-ce que vous avez préparé des questions? ولا حتى واحد ما شاف الكور حتى واحد ما راجعو؟ شفت الكور عندي تخاطني شويه ما كنسمعكش مزيان. عاود. قلت لك عندي مشكل في ديك الشابيتر الثانيه، مشكل مع ديك البروبابيليتي ديال في اكس الفالور موين ديال اش الفالور موين في ديك في اكس وسيغما. Ok. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur. Oui. Et quelle est la différence entre l'équilibre thermodynamique? On a trois équilibres. D'accord. Bon, j'ai reçu deux questions. La première question était sur la valeur moyenne. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur, j'ai un problème de comprendre le deuxième principe. Le deuxième principe de thermodynamique. Oui. J'arrive pas à bien comprendre ce principe. D'accord. Bon, normalement, le principe thermodynamique, vous l'avez déjà étudié l'année dernière. Mais cette année, on cherche l'entropie. Là, on révisait pas, on n'étudie pas le deuxième principe de thermodynamique, mais juste, on va chercher l'entropie du système. D'accord? L'entropie, on ne va pas la chercher à l'aide de l'entropie thermodynamique que vous avez déjà vu l'an dernier avec l'intégrale de dQ sur T, mais avec la loi de Boltzmann. KB log de oméga. Oméga, c'est le nombre de micro-états dont l'énergie est comprise entre E et plus 2. Donc, deuxième principe, normalement, là, qu'est-ce que je vais expliquer? D'accord? Là, je ne vois pas l'utilité. Mais qui nous intéresse, nous, en physique statistique, c'est l'entropie du système. Et l'entropie, normalement, on applique la loi de Boltzmann, qui dit que, connaissant le nombre total de micro-états accessibles, bien sûr, on peut chercher l'entropie en disant c'est KB, la constante de Boltzmann, fois le log de oméga. Donc, je commence par la première question. Oui. Si je m'excuse, le deuxième principe, la deuxième postulat. Le deuxième postulat, d'accord. Ok, d'accord. Alors, pour la première question qui m'a été posée sur la valeur moyenne. Bon, mathématiquement, lorsqu'on cherche la valeur moyenne, on l'appelle, comme j'ai dit ici, l'espérance mathématique, d'accord? Ou bien on l'appelle la moyenne espérée, c'est-à-dire la valeur moyenne d'une variable aléatoire quelconque. Parce que quand est-ce que je cherche la valeur moyenne? Si j'ai une fonction qui varie, ou bien un résultat qui varie, donc je vais essayer de chercher sa valeur moyenne, d'accord? Si j'ai donné l'exemple ici d'un D, par exemple, où je trouve chaque fois des résultats, soit 1, soit 2, jusqu'à 6, et j'ai fait, par exemple, un certain nombre de tirages, et je cherche quelle est la valeur moyenne des résultats. Et pour chercher la valeur moyenne, par définition, je dis que X bar, par exemple, X de crochet, c'est la valeur moyenne d'une variable aléatoire X, c'est la somme sur tous les tirages, la somme sur X, d'accord, de X P de X. Qu'est-ce que ça veut dire X P de X? Ça veut dire la valeur pour avoir un certain, pour le résultat, par exemple pour le tirage 1, pour le tirage 2, pour le tirage 3, etc. C'est-à-dire X, là c'est le nombre de tirages, la valeur que j'ai eue pour un certain tirage, multiplié par sa probabilité. D'accord? Si je reviens un petit peu à la physique statistique, qu'est-ce qu'on cherche d'une manière générale? On cherche l'énergie interne. L'énergie interne, c'est quoi? C'est l'énergie moyenne du système. Et l'énergie moyenne du système, on applique cette formule-là, mais on l'a appelée, si vous vous rappelez bien, c'est le principe ergodique. Je vais passer
directement dans le principe ergodique, je le rappelle un petit peu. Et c'est ce principe, c'est la moyenne, d'accord? C'est la moyenne d'une fonction thermodynamique quelconque, une variable thermodynamique quelconque, que ce soit la température, que ce soit l'énergie, que ce soit la pression, etc. Voilà. Donc, ce principe, par définition, lorsque je cherche la valeur moyenne, là, je l'ai appelé une grandeur physique quelconque, ça peut être l'énergie, ça peut être autre, c'est la somme sur I, d'accord, sur tous les micro-états, AI, PI. Qu'est-ce que ça veut dire AI? C'est l'énergie que je peux avoir pour le micro-état I, d'accord? C'est-à-dire, je fais un certain nombre d'expériences et à un certain moment, je vais avoir la valeur AI avec la probabilité PI. Je peux faire une autre expérience, je vais avoir une autre valeur AJ avec la probabilité PJ, etc. Donc, pour chercher la valeur moyenne de notre grandeur physique, je fais la sommation sur toutes les expériences que j'ai eues, ou sur tous les micro-états, puisqu'on parle dans la physique statistique des micro-états, d'accord, de I, de AI, c'est-à-dire la valeur de cette grandeur physique pour le micro-état I, multiplié par sa probabilité. Donc, j'applique directement la formule de l'espérance mathématique qu'on a déjà étudiée au chapitre 2. D'accord? Autrement dit, je peux, au lieu de faire avec PI, c'est quoi? PI, comme je l'ai expliqué ici, c'est la probabilité de lorsque n tend vers l'infini, c'est-à-dire lorsque je fais un nombre énorme de tirages ou bien d'expériences, de NI sur N. Et NI, c'est quoi? C'est le nombre de fois où je vais obtenir ce résultat. Par exemple, je cherche l'énergie E, combien de fois je vais avoir cette énergie? Donc, c'est le nombre de fois pour avoir l'énergie, par exemple EI, d'accord, ou l'énergie E, sur le nombre total d'expériences que j'ai faites, par exemple. D'accord? Donc, pour moi, c'est la valeur moyenne de l'énergie, ou la valeur moyenne d'une grandeur physique quelconque. Alors, l'approche, comme je l'explique ici, c'est le principe ergodique. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'approche de Gibbs, thermodynamicien Gibbs, elle est différente. Au lieu de parler de la valeur moyenne qui est égale à la somme sur I, AI, PI, elle dit qu'au lieu de prendre un unique système sur lequel on effectue un très grand nombre de mesures, c'est-à-dire je prends le même système et je vais refaire à la même mesure. Et chaque fois, je vais obtenir une grandeur physique AI avec la probabilité PI. C'est-à-dire Gibbs, au lieu de faire cette expérience-là, et qu'est-ce qu'il fait? Il prend au contraire un très grand nombre de systèmes, N, et il effectue une mesure à un instant donné. C'est-à-dire, à un instant donné, il va effectuer en même temps avec ce grand nombre de systèmes une expérience. Il cherche le résultat. D'accord? Il cherche le résultat. Donc, pour lui, la moyenne d'ensemble, il peut l'écrire ainsi. C'est-à-dire, puisqu'on parle de la grandeur physique A, la moyenne de la grandeur physique A, c'est 1 sur N, c'est 1 sur le nombre de systèmes, puisqu'il est égal à N, multiplié par la somme sur I de la grandeur physique pour chaque système I, d'accord? Et combien de fois je vais avoir la même valeur AI, d'accord? Je fais une sommation sur toutes les systèmes, d'accord? Grosso modo, je tombe sur la même formule, bien sûr, si je remplace NI sur N par PI, je vais tomber sur la même formule de la valeur moyenne d'une grandeur physique quelconque. On est d'accord? Et c'est ce qu'on a appliqué dans le système isolé ou bien le système fermé, le système ouvert. La deuxième question qui m'a été posée était sur l'entropie statistique, c'est ça, si je me rappelle bien. Oui. وقيلا كما سيلي لا كيسيون ديالي قلت لك على حسب في اكس. على حساب في اكس. شنو هي في اكس؟ لا فاريونس. لا فاريونس، اول مره كنسمع لا فاريونس، قلت لي لا موين. اما لا فاريونس اول مره كنسمع، غادي نجاوبك على لا فاريونس. داكور. بجوج. فوالا غير لا موين. D'accord, la moyenne, on le chapitre 2. Mathématiquement, c'est quoi la moyenne? Où je l'ai expliqué mathématiquement, ainsi que comment on peut trouver la valeur, la moyenne d'une grandeur physique en physique statistique. Bon, la variance. La variance, par définition,
Avec la variance, d'accord? Par définition, c'est quoi? C'est la moyenne, les Pole bar, c'est la moyenne de x moins la moyenne de x, d'accord? X, il y a le résultat d'une expérience quelconque, la variable aléatoire x, moins sa moyenne, je mets le tout au carré, et lorsque je trouve le résultat, je cherche sa moyenne. D'accord? Bon, bien sûr, là, c'est un peu compliqué mathématiquement. Ou bien dans la physique, comment on va chercher x moins x bar au carré, et après on cherche la moyenne. Oui, question? نو ما عنديش مشكل مع الحساب، عندي مشكل وصل مع الكونسيبت فيزيك ديالو شنو كيعني، فهمت؟ D'accord. TD, je crois 2. On a cherché la variance du moment magnétique. D'accord. Donc, dans le source, on a TD2, si je me rappelle bien. Et à un certain moment, on a demandé de chercher les fluctuations du moment magnétique. On est d'accord? La variance, c'est quoi? Normalement, ce qui nous intéresse, c'est pas la variance, c'est l'écart-type. D'accord? L'écart-type, sigma de x. Sigma de x qui est égal à la racine carrée. Pourquoi on dit racine carrée de variance de x? Parce que là, normalement, sigma de x, c'est quoi? Sa signification physique. Ce sont les fluctuations qu'on peut avoir avec une variable aléatoire quelconque. Par exemple, lorsque j'ai donné la question, je crois, à la série 2, sur la variance des moments magnétiques, pardon, on cherchait l'écart-type. L'écart-type, je l'ai appelé les fluctuations, je crois. La dispersion, pardon, la dispersion. Je l'ai appelé la dispersion. C'est-à-dire la dispersion des moments magnétiques. La dispersion des moments magnétiques, ce sont les valeurs que je peux obtenir en faisant des fluctuations autour des moments magnétiques M. C'est-à-dire quelles sont les erreurs que je peux avoir en moyenne. Je cherche la moyenne de M, de grand M, de moments magnétiques, et quelles sont les fluctuations, quelles sont les erreurs que j'ai pu avoir pour le calcul de ce moment magnétique. C'est pourquoi j'avais besoin de calculer la dispersion, c'est-à-dire l'écart-type. Qu'est-ce que j'ai fait? Normalement, pour calculer l'écart-type, pour calculer ces fluctuations et ces erreurs, les erreurs, on sait très bien qu'elles sont positives. C'est pour cela, avant de calculer l'écart-type, je calcule la variance. Pourquoi la variance? Parce que je cherche le carré. Et le carré, il est toujours positif. Le carré est toujours positif. Donc, si je mets la racine carrée de variance de x, là, je tombe sur x moins x bar. X moins x bar, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont les fluctuations que je peux avoir entre la valeur exacte de la grandeur physique et sa moyenne. Allez, ça veut dire que cette valeur de la grandeur physique, elle est autour de la moyenne avec une certaine erreur. Et cette erreur, c'est quoi? C'est cette différence. Donc, si je fais la racine carrée de x moins x bar au carré, je tombe sur x moins x bar. Mais je peux tomber sur une valeur positive ou négative. C'est pourquoi je cherche le carré et après la racine carrée. Donc, je tombe sur l'erreur que je peux effectuer sur n'importe quelle grandeur physique. Et si vous revenez un petit peu à la série 2, en calculant la dispersion des moments magnétiques total, on a cherché l'écart-type de ce moment. C'est bon, j'ai répondu à ta question? Oui, monsieur, un petit peu. D'accord, ok. L'autre question était sur l'entropie statistique, c'est ça? شي طالبه طرحت لي شي سؤال وقيل لونتروبي دابا كيعقل تفكرني عافاك. لا ماشي لونتروبي شي حاجه اخرى نسيتها. l'équilibre thermodynamique. Voilà, l'équilibre thermodynamique. انا كنقول l'entropie. D'accord, ok. Voilà. Voilà. Bon, on a bien sûr sur c'est une explication un peu, c'est un résumé du cours, d'accord, on a le cours entier, c'est un résumé du cours. Quand est-ce qu'on parle de l'équilibre thermodynamique? C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'un état d'équilibre final, ça veut dire on est à l'équilibre thermodynamique. Et l'équilibre thermodynamique, elle est conditionnée par l'équilibre thermique, c'est-à-dire la température doit être la même en tout point du système.
J'ai une boîte, par exemple, ou une cuve qui contient, par exemple, un liquide. Je peux dire que ce liquide, il est à l'équilibre thermique si en tout point de ce liquide, en haut, en bas, n'importe quel point, il est à la même température. Donc, on parle d'un équilibre thermique. C'est la première condition pour parler de l'équilibre thermodynamique. Et l'équilibre thermodynamique, il est aussi conditionné par l'équilibre mécanique. C'est quoi l'équilibre mécanique? Ça veut dire qu'il n'y a pas de mouvement. Lorsqu'on dit mécanique, ça veut dire qu'il y a un mouvement. L'équilibre mécanique, il n'y a pas de mouvement. Il est expliqué par la formule que la pression est la même en tout point du système. C'est-à-dire, si je prends cette cuve du liquide, si je mesure la pression en tout point de ma cuve, en tout point du liquide, je vais avoir la même pression. D'accord? La même pression. Je parle de l'expérience ici. D'accord? Pratiquement, je vais le voir après. Mais de l'expérience, il faut que, premièrement, qu'on ait l'équilibre thermique, ça veut dire que la température est la même en tout point du système. D'accord? Il faut avoir l'équilibre mécanique, ça veut dire que la pression aussi, elle doit être la même, ou constante en tout point du liquide. Et aussi, on doit avoir un équilibre qu'on appelle, par exemple, chimique. Pourquoi un équilibre chimique? Parce que, supposons on croit qu'on est à l'équilibre thermodynamique, pouf, il y a un certain, une transformation chimique qui est due à quelque chose, d'accord? Qui est due à la poussière, qui est due à quelque chose, d'accord? À une augmentation peut-être d'une température, je ne sais pas comment, etc. S'il y a transformation chimique, bien sûr, on peut changer la température, on peut changer la pression, et qui est lié au potentiel chimique. D'accord? Qui est lié au potentiel chimique. Ça veut dire que l'équilibre thermodynamique ne peut avoir lieu que si on a l'équilibre thermique, ça veut dire égalité des températures, que si on a un équilibre mécanique, ça veut dire égalité des pressions, et si on a un équilibre chimique, ça veut dire égalité des potentiels chimiques. Ce que j'ai expliqué ici à l'aide de la dérivée partielle de l'entropie par rapport à l'énergie, ou bien l'entropie par rapport au volume, ou bien l'entropie par rapport au nombre de particules. Ça, je l'ai expliqué dans le cours, je peux le reprendre d'une manière résumée. On dit que l'état d'équilibre final, c'est l'équilibre thermodynamique bien sûr. Quand est-ce qu'on peut avoir l'équilibre? Si on est dans une situation qui est la plus probable. D'accord? Dans la nature, lorsqu'on jette par exemple un nombre de billes, par exemple, par terre, bien sûr, on va attendre l'équilibre. Quand est-ce qu'on va avoir l'équilibre? Lorsque la situation qu'on va avoir à la fin, c'est la plus probable. D'accord? C'est la plus probable qu'on va avoir, c'est-à-dire où la probabilité elle est maximale. Autrement dit, la probabilité maximale, si seulement c'est puisqu'il est lié à l'entropie et proportionnelle à l'entropie, ça veut dire que l'entropie elle est maximale aussi. Donc, si on a une situation qui est la plus probable, ça veut dire qu'il correspond au maximum de l'entropie. Si on a un maximum d'entropie, ça veut dire qu'on passe par un pic. D'accord? Si on trace une courbe quelconque mathématiquement, on passe par un pic. Et ce pic, si on calcule la dérivée de cette fonction à ce point-là, elle est nulle par rapport à la variable. D'accord? Là, bien sûr, l'entropie, elle va en fonction de l'énergie, du volume et du nombre de particules. Ce n'est pas EVM, mais là, j'ai donné l'exemple de deux sous-systèmes S1, S2. Bien sûr, S, et là, l'énergie E, je rappelle un petit peu les choses, de volume V, de nombre de particules N qui sont fixées, mais dans le sous-système 1 et 2, E1, E2, V1, V2, N1 et 2, ils varient. D'accord? Mais ils varient de telle manière que la somme, par exemple, des deux énergies de E1 et 2, c'est-à-dire il y a un échange d'énergie entre les deux sous-systèmes, mais leur somme, elle reste toujours constante. Parce que E1 plus V2 est toujours égal à E. V1 plus V2 est toujours égal à V. D'accord? N1 plus N2 est toujours égal à N. Donc, on peut avoir soit un échange d'énergie, soit un échange de matière. D'accord? C'est-à-dire, le volume va diminuer ou augmenter, et aussi, soit un échange de nombre de particules. D'accord? Alors, si, mathématiquement,
du fait que l'entropie est maximale, ça veut dire que cette dérivée par rapport à la variable est égale à 0, quelle que soit la variable. D'accord? Puisque la fonction que j'étudie, c'est l'entropie en fonction. Par exemple, j'ai fixé ici, je ne vais pas étudier les 6 variables, mais j'ai fixé 3 variables, par exemple E1, V1, N1, et je dis que E2 est égal à E moins E1, V2 est égal à V moins V1, N2 est égal à N moins N1. Donc, c'est pas la peine de chercher comment varie l'entropie en fonction des 6 variables, mais il suffit de chercher comment varie l'entropie en fonction de 3 variables, et les autres, bien sûr, ils sont en fonction de ces 3 variables. E1, V1, N1. Alors là, par exemple, si je dérive l'entropie du système par rapport à E1, du fait que l'entropie est maximale, ça veut dire que cette dérivée est égale à 0. D'accord? Cette dérivée est égale à 0. Ça veut dire que S, c'est quoi? C'est l'entropie totale du système entier, constitué de S1 et S2, constitué du sous-système S1 et sous-système S2. Et le sous-système S1 et l'entropie S1, c'est-à-dire l'entropie est additive, parce que l'entropie du système qui est constituée de 2 sous-systèmes, je ne vais pas l'appeler S1, S2, pour ne pas la confondre avec les entropies, mais je l'appelle par exemple sigma 1, sigma 2. Sigma 1, c'est la surface 1, sigma 2, c'est la surface 2. Donc l'entropie du système, c'est l'entropie de la surface sigma 1 plus l'entropie de la surface sigma 2. Donc, pour chercher la dérivée de S étoile, là, je dis étoile parce que je travaille avec un système isolé. D'accord? Je suis dans l'ensemble microcanonique. La dérivée de l'entropie S étoile par rapport à E1 est égale à quoi? Est égale à la dérivée de S1 étoile, c'est-à-dire du système sigma 1 par rapport à E1, plus la dérivée de S2 étoile par rapport à E1. On est d'accord? Du fait que la formule que j'ai liant les grandeurs physiques, température, pression, volume, etc., sont, on doit dériver, par exemple, l'entropie par rapport à l'énergie de ce système. C'est-à-dire, dérivée de S2 étoile par rapport à E1, je ne peux pas la calculer. D'accord? Mais si je la remplace DE1 par DE1 par DE2 et je multiplie par DE2 sur DE1, là, je peux chercher à quoi est égale cette dérivée partielle. D'accord? Et celle-ci, bien sûr. À quoi est égale celle-ci? Par définition, c'est 1 sur T1 étoile. Ça veut dire 1 sur la température du système sigma 1. Et cette dérivée partielle, c'est 1 sur T2 étoile. Ça veut dire 1 sur la température du système sigma 2. Il me reste le rapport DE2 sur DE1. Sachant que E1 plus E2, c'est quoi? C'est E. Et E, c'est une constante. Donc, la dérivée de E1 plus la dérivée de E2 est égale à 0. Est égale à DE, est égale à 0. Ça veut dire que dérivée de E2 est égale à moins la dérivée de E1. Donc, si je remplace dérivée de E2 par moins la dérivée de E1, ce rapport est égal à moins 0. On est d'accord? Donc, ça veut dire que ce terme-là est égal à moins ce terme-là est égal à 0. Ça veut dire que ces deux termes sont égaux. Et ce terme-là, c'est quoi? C'est 1 sur T1 étoile est égal à 1 sur T2 étoile. Autrement dit, la température, à l'équilibre, bien sûr, la température du système sigma 1 doit être égale à la température du système sigma 2. C'est-à-dire, lorsqu'on est à l'état final, l'état d'équilibre. D'accord? Donc, là, je peux dire que l'état d'équilibre thermodynamique, déjà, il est conditionné par la condition d'équilibre qui est T1 étoile est égale à T2 étoile. Ça veut dire que les températures restent les mêmes entre le système sigma 1 et le système sigma 2. De même, si je dérive S étoile par rapport à V1, je fais de même. S étoile, c'est quoi? L'entropie du système, c'est l'entropie de 1 plus l'entropie de 2 par rapport à V1 par rapport à V1. Donc, je remplace E1 par V1. La même chose, je vais obtenir le même résultat en remplaçant E1 par V1, E2 par V2. Là, je vais obtenir dV2 sur dV1. Et puisque V1 plus V2 est égal à V, c'est une constante, donc dV2 est égal à moins dV1. Donc, je trouve que la dérivée de S étoile par rapport à V1 est égale à la dérivée de S2 étoile par rapport à V2. Celle-ci est égale à moins P1 étoile sur T1 étoile. Et celle-ci est égale à moins P2 étoile sur T2 étoile. Ça veut dire P1 étoile sur T1 étoile est égal à P2 étoile sur T2 étoile. Du fait que T1 étoile est égal à T2 étoile, il reste que P1 étoile est égal à P2 étoile. Ça veut dire les pressions du système sigma 1 et système sigma 2
doivent être les mêmes. On doit avoir une égalité entre la pression sigma 1 du système sigma 1 et la pression du système sigma 2. La même chose pour le potentiel chimique. Là, je dérive par rapport à N1. Donc, je fais de même. Je vais obtenir ici dN2 sur dN1 est égal à moins 1. Donc, je trouve ce rapport est égal à ce rapport. D'accord? Ça veut dire que μ1 étoile est égal à μ2 étoile. Donc, comme conclusion, je peux dire que l'équilibre thermodynamique, il correspond à l'égalité des températures. Qu'est-ce que ça veut dire l'égalité des températures? Ça veut dire qu'on a un équilibre thermique. L'égalité des pressions, ça veut dire qu'on a un équilibre mécanique. L'égalité des potentiels chimiques, ça veut dire qu'on a un équilibre chimique. D'accord? Voilà comment expliquer que l'équilibre thermodynamique, il doit correspondre à ces trois équilibres. D'autres questions? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. D'accord. D'autres questions? Monsieur, Non. dans l'ensemble grand canonique, monsieur, j'ai un problème de calculer la fonction de partition. Fonction de partition. Déjà, la grande fonction de partition, عادة ما كتكونش في الامتحان لأن شوية un peu compliqué. ما عمري كندخلها في les questions de cours. يعني كما لاحظتوا j'ai donné aucun exercice sur le système ouvert. شنو ما سمعت كيسيون شنو كنت تقول سمعتك شي مزيان بالسبه كونيكسيون بالسبه ديالاش كونيكسيون تقطع ما سمعتي صوتك واخا قلت لك بالنسبه لو سيستème ouvert, c'est-à-dire la grande fonction de partition, là elle n'est jamais inclue dans l'examen, dans le contrôle. D'accord? Comme vous remarquez, les exercices que j'ai donnés et le contrôle, le rattrapage de l'an dernier et les années passées, là je donne des exercices que sur le système isolé et le système fermé. L'ensemble micro-canonique, l'ensemble canonique. Mais l'ensemble grand canonique, je la laisse peut-être. Parfois, je donne des questions de cours sur cette partie, mais jamais des exercices. On est d'accord? D'accord, monsieur, merci. Ok, voilà. Des questions sur le cours, vous savez. Par exemple, à partir de la grande fonction de partition, comment chercher le nombre moyen de particules, comment chercher l'énergie moyenne, comment chercher l'entropie, ce sont des exemples. D'accord? Ce sont des exemples. À partir du grand potentiel thermodynamique. Allez, juste réviser cette partie et savoir comment chercher l'énergie moyenne ou l'entropie ou le nombre moyen de particules, etc. D'accord? Mais il n'y aura jamais un exercice sur cette partie ou un examen sur cette partie. D'autres questions? Monsieur, في لاكتير 3 عطيتينا نحسبوا هذا la fonction de partition ديال اون كا كلاسيك و اون كا كوانتيك. ديك لي فورمين ما عرفت مين جبناهم، حيت عندنا زد سي كتساوي لنا لا سوماسيون دو اكسبونسيون موان بيتا او ال في الكور، وفي تي دي ما عرفت مين جبنا ديك اكسبونسيون موان بيتا او ال دي اكس دي بي. pour la classique et pour le quantique درنا la sommation de e moins exponentielle moins bêta n plus 1 demi h bar oméga. فهمت كيفاش؟ D'accord. Bon, là je vais parler de la formule générale. Mais dans le TD, c'est un cas particulier où j'ai donné l'énergie. Peut-être ce sont des oscillateurs harmoniques qui ont l'énergie un peu spéciale. Mais je vais parler de la fonction de partition canonique dans le cas général. Dans le cas général, cette fonction de partition est la formule, comme noté ici, ZC, c'est la somme sur L, la somme sur tous les micro-états, exponentielle moins bêta EL. C'est la formule générale via la fonction de partition canonique. D'accord? Si on connaît l'énergie EL de chaque micro-état, on peut calculer ZC. C'est-à-dire d'une façon générale. Parfois, on part de la dégénérescence. Il faut faire attention. Il y a des états qui sont discrets, qui sont dégénérés. Un niveau d'énergie, par exemple, qui peut avoir plusieurs micro-états qui ont la même énergie.
Dans ce cas, l'énoncé, on part de la dégénérescence, on part de G de L. L'énoncé de la dégénérescence, on a niveau d'énergie, une seule particule, un seul microétat. J'applique cette formule-là. ZL est égal à la somme sur L de exponentielle moins bêta E. On est d'accord? Mais si on parle de la dégénérescence, il faut faire la sommation sur L de GL exponentielle moins bêta E. C'est-à-dire que tu as l'énoncé. L'énoncé, ça veut dire que chaque niveau d'énergie, il admet un seul microétat, donc on applique, G de L est égal à 1. Donc on applique directement cette formule. Cette formule, elle est tout le temps appliquée, d'accord? Bien sûr, la physique quantique. Dans la physique quantique, on a une discrétion des niveaux d'énergie. Ça veut dire que ces niveaux d'énergie sont discrets, d'accord? Mais si on a une continuité, voilà, si les niveaux d'énergie sont tellement proches les uns des autres qu'ils apparaissent comme continus au niveau macroscopique, dans ce cas, la probabilité, sous la forme de la somme, l'intégrale. Puisqu'il y a continuité, mais après, je vais une somme ou une continuité, une fonction continue. Il faut une somme si j'ai des états d'énergie discrets. Le premier niveau, le deuxième niveau, le troisième niveau, etc. Donc, pour chaque niveau, je vais essayer de chercher, par exemple, la dégénérescence, de chercher l'exponentielle de moins bêta EL et faire la sommation. D'accord? Le cas où ces niveaux d'énergie sont très proches, de telle manière qu'ils apparaissent comme continus, d'accord? Comme continus au niveau macroscopique. Au niveau microscopique, bien sûr, ces niveaux d'énergie sont discrets. Au niveau macroscopique. Des milliards de niveaux d'énergie, les pointillés ou les petits tirets, qui ont une continuité. Dans ce cas, la probabilité est égale à quoi? On a le cas classique ou la limite classique. D'accord? On a une continuité, ZC à quoi est égal? La probabilité, ZC à quoi est égal? Je compare ZC ici, ZC là. Là, si on a des niveaux d'énergie qui sont discrets, j'applique cette relation, et c'est le cas général en quantique. En quantique, on a des énergies quantifiées, d'accord? Sous forme des états discrets. Si on a une continuité, j'applique cette relation. D'accord? On a G de L, la dégénérescence, je la remplace la dégénérescence. Ou le nombre de micro-états qui ont la même énergie EL. D'accord? Quand je parle de G de L, il y a le nombre de positions et impulsions. Je parle de la mécanique classique. Hein. C'est le nombre de positions et l'impulsion des différentes particules divisé par H3. Je ne vais pas, du fait que le nombre est énorme, je ne peux pas chercher toutes les positions et les impulsions des différentes particules, mais je vais chercher un certain nombre de cellules qui ont le volume H3. Et chaque cellule va contenir un certain nombre de positions et impulsions. D'accord? Le nombre est énorme, donc je ne peux pas chercher tous les binômes QT, mais je vais chercher des cellules de volume H3 qui, c'est ce nombre qui, pour moi, la dégénérescence. C'est-à-dire le nombre de micro-états qui ont l'énergie E. D'accord? Les calculs E varie de 0 à l'infini. Je parle puisqu'il y a continuité, je parle de l'intégrale de 0 à l'infini. Il y a une fonction continue. D'accord? Donc, voilà la dégénérescence des niveaux d'énergie. D'accord? D'une énergie, maintenant, le niveau d'énergie, la suit dans un état continu, d'une énergie quelconque. Et chaque fois, j'intègre sur tous les micro-états multiplié par exponentielle moins bêta E. On est d'accord? Le cas classique, on a exponentielle moins bêta E. Dans la majorité des cas, l'énergie n'est que l'énergie cinétique. Lorsqu'on parle d'un gaz parfait, lorsqu'on donne dans l'énoncé qu'il n'existe que l'énergie cinétique, etc., E est égal à P au carré sur 2N. D'accord, E est égal à P au carré sur 2N. Exactement la somme des P au carré sur 2N. Ça dépend si on a une dimension, la 3 dimensions ou la 3 dimensions. Dans ce cas, l'intégrale sur les positions, le cas d'une seule particule, à 3 dimensions.
D3Q, c'est quoi? C'est DQ1 fois DQ2 fois DQ3. La projection de Q sur l'axe des X, sur l'axe des Y, sur l'axe des Z. Dx, dy, dz. Et le produit de dx, dy, dz, c'est quoi? C'est dv. Elle est un parallélépipède, par exemple, et je cherche à quoi est égal dx, cette largeur élémentaire, fois dy, la longueur élémentaire, fois dz, la hauteur élémentaire. Et ce produit des trois, c'est dv. Ou l'intégrale de dv, c'est v. Donc, l'intégrale de d3q, c'est v, pour une particule. Bien sûr, divisé par h3. Ou on a qui est exponentielle moins bêta e, supposons que e, comme j'ai dit tout à l'heure, supposons qu'on a un gaz parfait, est égal à la somme des p au carré sur 2n. Ou dès qu'on a une particule à 3 dimensions, je remplace p au carré par px au carré, plus py au carré, plus pz au carré, divisé par 2n. On a 3 intégrales. La première avec p de x, exponentielle moins bêta, px au carré sur 2n fois dpx, ou la deuxième la même chose, la troisième la même chose. Les trois intégrales sont égales. D'accord? Il y a la même fonction ou les mêmes bornes. Donc, comme si je fais l'intégrale d'une seule, exponentielle moins bêta, p au carré x sur 2m dpx, puissance 3. D'accord? J'applique, j'ai l'intégrale de Gauss. Je dis, c'est racine de pi, par exemple, sur alpha. Si on est, c'est comment il s'appelle? Si les bornes varient, les impulsions varient de moins l'infini à plus l'infini. On est d'accord? Donc, voilà la différence entre, comme je l'ai donné en TD, on contrôle, après le contrôle, lorsqu'on a une fonction, on cherche une fonction de partition canonique dans le cas quantique, du fait que j'ai des niveaux discrets, je fais une sommation directe. Si j'ai un cas classique, là, normalement, c'est semi-classique, ça veut dire que je suis à la limite classique, puisque je divise par H3. Dans ce cas, je fais l'intégrale, en prenant en considération que les micro-états sont représentés par les impulsions et les positions. D'accord? Chaque particule, elle est représentée par Q1, Q2, Q3 sur les trois axes, et P1, P2, P3 sur les trois axes. C'est bon? J'ai répondu à ta question? Oui, monsieur, merci. Okay. Y a-t-il d'autres questions?